Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui en fait des événements d'Al-Hoceima. Donc nous avons parlé les semaines passées en arabe, où nous avons essayé d'expliquer le problème, le conflit qui existe actuellement au niveau d'Al-Hoceima. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer en tout cas ce conflit en français pour donner la possibilité aux personnes francophones de mieux comprendre aussi le sujet, de quoi il s'agit, etc. Et avec nous sur le plateau pour en parler, Madame Annick Bayeul, qui est présidente de l'association Ar-Rouh. De Danse Ar-Rouh. Oui. Ok. Après, je vous donne la parole pour expliquer en tout cas de quoi il s'agit et de quoi aussi concerne votre participation ce soir à cette émission. Et puis alors, Mariam Kolayo, c'est ça, si je prononce bien. Kaleo, excusez-moi d'avoir massacré votre nom. Vous êtes aussi prof de yoga, oui, et vous faites partie de l'association Ar-Rouh. Oui, c'est ça. Et nous avons aussi sur le plateau Ahmed Janay, qui est député bruxellois du Parti Socialiste. Et puis Abdelrachid Azdad, qui est connu, qui est déjà passé chez nous plusieurs fois, qui est acteur associatif, aussi très impliqué politiquement, etc. Donc, nous allons essayer ce soir de parler de ce qui se passe au niveau d'Al-Hoceima. Et la première question que je vais adresser, c'est à Rachid Azdad, à Abdelrachid Azdad. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Al-Hoceima à votre niveau, à vous? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Sil Hassan, et toute l'équipe de Radio Al-Mouatin pour nous avoir envoyé cette invitation pour participer à cette émission qui est consacrée donc, aux événements qui secouent pour le moment la ville d'Al-Hoceima ou la région d'Al-Hoceima d'une manière générale. Sinon, c'est beaucoup plus généralement tout le Maroc. À Al-Hoceima, rien ne s'y passe d'anormal. Ça veut dire ce qui s'y passe à Al-Hoceima, c'est un mouvement citoyen qui a formulé depuis déjà quelques mois, sinon depuis quelques années, des revendications. Donc il a exprimé son souhait de voir sa situation socio-économique s'améliorer et travailler le développement de la région. Je pense que l'histoire, elle est ce qu'il est. Cette région que vous connaissez très bien, elle a été placée dans ce que je pourrais appeler la négligence totale depuis des décennies. Elle avait été placée dans un contexte de l'oubli, pour des raisons que nous connaissons, mais pour des raisons que nous ignorons aussi. Cette région aujourd'hui, il est arrivé au bout de ce que je pourrais appeler donc son sabre. Ça veut dire que cette région a plus que jamais besoin d'exprimer cela d'une manière assez forte pour qu'on puisse l'entendre, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu donc, les messages envoyés par la population au gouvernement mais aux autorités marocaines. Et je pense que ces derniers mois, la population dans son ensemble, soutenue par l'ensemble des Marocains, souhaite qu'il y ait un changement sur le plan du fonctionnement des institutions, sur le plan de la participation citoyenne et démocratique à la gestion du pays, mais en même temps pour qu'il y ait un véritable développement qui sera de nature à améliorer le vécu, le quotidien de toutes les personnes qui vivent dans cette région et même au-delà de cette région, à travers toutes les villes marocaines. Je pense que vous avez certainement, vous aussi comme nous, fait le résumé en quelque sorte de ce que sont les revendications de cette population. C'est des revendications qui sont de 3 ordres. Donc, ils sont très clairs. C'est des revendications qui sont à la fois économiques mais aussi sociales. Donc les gens sur place, ils demandent qu'ils aient la possibilité de se soigner correctement. Ils demandent à ce qu'il y ait un enseignement de proximité ouvert à toute la population de la région. Et ils souhaitent qu'il y ait des infrastructures pour créer de l'emploi. Je pense que c'est en gros ce qui avait été résumé par le mouvement citoyen. Et alors il y a aussi donc la question la plus importante, c'est d'améliorer le fonctionnement de l'administration et éviter que les intermédiaires entre le pouvoir central et les régions soient, je dirais, des gens qui ne remettent pas des décisions sur base des rapports clairs, sur base des données réelles. Je pense que voilà, donc en gros, c'est 4 points, 3 points plus importants qui touchent
à la vie de tous les jours de tous les citoyens. Et un autre problème qui est de nature administrative, d'ordre administratif, c'est d'améliorer, d'optimaliser le fonctionnement démocratique des institutions. Et qu'est-ce qui a fait, à votre avis, qu'il n'y a pas eu une sorte de communication entre le gouvernement et le mouvement pour justement répondre positivement à ces besoins qui sont légitimes? Mais je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui, hein, tout le monde est d'accord pour dire que 7 mois après, c'est au 7e mois qu'on a commencé à s'intéresser à la question des revendications socio-économiques du mouvement citoyen. Ça veut dire que les gens, tous les jours, presque tous les vendredis, faisaient leurs manifestations sur la grande place d'Al Hoceima, la place la plus importante, au regard de tout le monde, au regard des autorités locales, au regard des autorités fédérales, mais aussi, je dirais nationales, mais aussi au regard de toute une série d'opérateurs qui sont actifs sur le terrain. Ce qui fait que, et eux, ils étaient inlassablement, je dirais, ils se sont pas fatigués de faire appel à des autorités pour venir dialoguer, pour venir les écouter. Mais malheureusement... Le gouvernement les a négligés. Complètement, puisque tout le monde le dit. Les avocats, ils disent ça. Le réseau associatif, il dit ça. Le milieu culturel, il dit la même chose. Les observateurs internationaux, ils disent la même chose. Les gestionnaires de ce mouvement, je dirais, les gens qui sont un petit peu dans l'organisation de ce mouvement, donc confirment bel et bien qu'il n'y avait pas donc cette écoute de la part de l'autorité, je dirais, de l'État central. Ce qui fait que jusqu'au moment où les choses sont devenues presque, je dirais, incontrôlable. C'est à ce moment-là que, tout d'un coup, on voit déjà des allers-retours, du va-et-vient entre Casa, entre Rabat et entre Al Hoceima, pour écouter les gens qui étaient déjà dans une phase d'ébullition quasi générale, alors que le message pour le dialogue était le premier élément qui avait été lancé par le mouvement citoyen. Et d'ailleurs, pendant 7 mois, les manifestations ont toutes été pacifiques à 100%. Il n'y a jamais eu de débordement. Je pense que durant les 7 mois d'événements, de manifestations légitimes, il n'y a pas eu un verre qui s'est cassé. Ça veut dire que parmi les organisateurs, il y avait une chaîne humaine qui protégeait les biens publics, des gens qui se mettaient en front de rue pour protéger la population, mais pour protéger même les gens de l'autorité, la police, le grand commissariat d'Al Hoceima se trouve juste en face de la grande place. Ce qui fait que tout se passait devant le grand commissariat d'Al Hoceima. Et puis, les citoyens eux-mêmes, en fin de soirée, en fin de l'événement, ils nettoyaient toute la place. Donc, ils se mobilisaient eux-mêmes pour rendre cet espace-là beaucoup plus convivial et beaucoup plus propre. Voilà, donc et je pense que plus pacifique que cet événement-là, plus pacifique que ces manifestations, il n'y en a pas eu beaucoup durant ce à quoi nous avons assisté par rapport à des manifestations qui se sont déroulées ailleurs. Oui. Il y a eu une discipline, il y a eu une forme d'organisation, et puis les organisateurs avaient dès le départ insisté sur la forme du pacifisme de l'événement. Donc ils appelaient tout le temps, tous les gens, à ce que les événements, les manifestations se passent dans le calme, sans qu'il y ait quoi que ce soit comme incident. Ahmed Janneh, vous êtes député PS bruxellois. Quelle est votre lecture par rapport à ces événements? Je pense que dans l'ADN du Parti socialiste, il y a la défense des droits des personnes des plus faibles. Et je pense qu'on ne peut pas être insensible à ce qui se passe là-bas. En termes de revendications, je pense qu'il y a des revendications tout à fait légitimes. Enlevons tout l'aspect passionnel, les préjugés qu'ils peuvent avoir de l'autre côté. Je pense qu'au niveau de l'essence même de cette manifestation, je pense de ces événements, je pense qu'il y a des revendications légitimes en termes de demande de droits, de meilleures conditions socio-économiques. Je pense que ça, c'est la lecture qu'on peut avoir si on la regarde de façon tout à fait correcte et honnête. Ouais. Mais je pense qu'il y a éventuellement ce que vient de dire Rachid Asdad, qu'il y avait un moment de négligence de plusieurs mois par rapport au gouvernement qui a fait la sourde oreille, qui n'a pas répondu à ces manifestants en pensant que éventuellement ça allait se calmer. C'était ça. Et puis alors, de l'autre côté, le mouvement, lui, qui trouve en fait ce silence comme une faiblesse de la part des autorités et qui s'organise autrement, etc. Je pense qu'il n'y a pas eu de communication justement par rapport à ça, pour répondre
à des revendications qui sont légitimes à 100%. Voilà, je donc, pense si on arrive à cette situation, c'est justement parce qu'il il y a ce un problème. manque de prise en considération déjà d'une situation réelle. Il faut voir un peu tous les filtres qui vont jusqu'au pouvoir pour décrire cette situation-là. Combien de moyens sont employés pour le développement de cette région-là. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a peu de moyens. D'ailleurs, on a vu, il y a une émission qui vient de passer sur la première chaîne. On a donc le collègue Tijini Mohamed qui a convoqué comme invité le président de la région, Ilyas El Omari, qui a dit beaucoup de vérité sur la région en disant qu'on a une régionalisation avancée au Maroc sur les papiers, mais sur les faits, il n'y a rien. Donc, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'argent pour travailler. Et alors, tout dépend justement au fait du gouvernement. Donc, si la région, c'est pas comme en Belgique, donc si la région a des projets, la région doit faire une demande au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit répondre, positif ou négatif. Et voilà, ça bloque un peu aussi, donc il y a des problèmes aussi au sein de l'institution marocaine à ce niveau-là. Moi, j'ai été dans la région, on avait rendu visite donc aux responsables de la région et on a posé quelques questions par rapport notamment au budget. Le budget, il est pour une population qui est énorme, plus grande qu'ici à Bruxelles, aussi petit que le budget d'une commune qui est la plus petite ici à Bruxelles. Ce qui est impossible de répondre aux revendications avec ce petit budget. Que va-t-on faire avec ça? Est-ce qu'on va ouvrir une école? Est-ce qu'on va s'occuper d'une crèche? Est-ce qu'on va s'occuper d'un hôpital, etc. Avec la meilleure volonté, peut-être au niveau local, c'est peut-être impossible d'arriver à satisfaire les demandes qui sont pourtant des demandes tout à fait locales aussi. Locales, oui, un hôpital, une école. Des demandes administratives, normalement, oui. Oui. Donc, Mariem, vous travaillez aussi dans le cadre donc, de la culture amazigh, développement de la culture amazigh, et apparemment vous travaillez aussi au niveau du Maroc sur ces projets-là. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser à ce qui se passe actuellement à Al-Husseima? D'abord, je veux m'excuser pour mon français. Je sais que vous êtes néerlandophone, mais oui, allez-y, il n'y a pas de problème. J'ai vu qu'il y a beaucoup de manifestations, mais je ne comprends pas tellement le problème. Ce que j'ai vu et j'expérience, c'est qu'il y a deux côtés. Il y a les manifestations. Nous sommes devant une surprise parce que nous sommes arrêtés de la police et après, j'ai vu de l'autre côté, les gens, qu'il y a beaucoup de possibilités là-bas et beaucoup de gens avec un bon cœur et qui sont prêts pour la culture et ils sont ouverts pour la culture. Et je pense que quand il arrive beaucoup, c'est le moment pour de chance, de changer ce qui arrive là-bas. Et avec culture, pour si on est de culture là-bas, c'est l'unité. Vous pouvez, je kunt ook in Nederlands spreken, dat is geen probleem. Ik denk als er veel gebeurt, zoals er nu veel gebeurt, dat dat een goed moment is voor verandering. C'est le bon moment pour le changement. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on va au Maroc. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Là-bas, il y a beaucoup de mannenculture. Et si on vient là-bas, c'est aussi les femmes qui die er ook een inbreng in hebben. En ik denk dat eigenlijk voor heel veel verandering kan zorgen en een eenheid en samenwerking. Dat daar heel veel mogelijk is. Donc vous trouvez ce qui se passe actuellement est très important pour justement faire un changement positif et donner plus de possibilités aux femmes et aux hommes pour construire cette région. Oui, voilà. Votre témoignage est très intéressant et très important parce qu'il est extérieur et quand vous travaillez aussi sur la culture amazigh, donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà, donc on repose la même question à Annick. Qui vous a ramené justement en fait à vous intéresser à ce qui se passe à Al-Husseima? Moi,
moi, ça fait déjà beaucoup de temps que je suis occupée avec les danses traditionnelles d'Afrique du Nord, et donc, entre autres, les danses amazigh. Amazigh, ouais. Et quand on pratique une sorte de danse ou d'art, pour moi, ça ne se détache pas de l'arrière-plan socio-culturel. Donc ça veut dire que là aussi, la culture amazigh en soi, le peuple amazigh m'intéresse. Et j'avais déjà souvent entendu parler aussi de ce problème. En fait, le peuple amazigh est le peuple d'origine d'Afrique du Nord. Et pourtant, ils ont une langue aussi différente que les Arabes. Donc ils parlent tamazigh, pas l'arabe. Et pourtant, à l'école, les enfants doivent aller à l'école en arabe. Toute l'administration est en arabe. Les livres sont en arabe. Et j'avais déjà entendu parler de ce combat pour avoir plus droit à leur identité propre. Oui, oui. Et moi, c'est cet aspect-là qui me touche aussi. Et je sais que maintenant, c'est mélangé avec d'autres aspects économiques qui sont évidemment aussi très importants. Et là, je dois dire que politiquement, je ne suis pas autant à la hauteur que M. Abdelrachid Azdat, donc parce que je ne suis pas du pays ou de la région. Mais tout se touche. Pour finir, c'est une revendication au droit d'être là, quoi, en tant que personne humaine. La langue amazigh, depuis la nouvelle constitution de novembre 2011, a été reconnue officiellement. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est reconnue. Mais il y a déjà plus de 300 écoles, 300 professeurs qui enseignent amazigh. Donc c'est un bon début. C'est un bon début. Si on retourne à l'histoire flamande, c'est la même chose. C'est seulement en 1948 qu'on a commencé à tout traduire en néerlandais. Donc nous sommes en train de progresser justement. Mais on ne doit pas faire ça en faisant la guerre. Hein. Voilà. C'est ça. Mais je veux dire, moi, c'est à travers la passion de la danse, et aussi l'intérêt pour le peuple. Le rôle de la culture est très important dans le développement, en tout cas, des populations là-bas. Voilà, et la culture, c'est un pont entre les gens. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut se rencontrer. Donc, votre rôle principal, c'est le développement de la culture pour l'épanouissement des populations au niveau du Rif. Monsieur Rachid, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce qui se passe actuellement et surtout les arrestations des membres de Hirak et je ne sais pas si vous avez suivi, hier, plus de 25 personnes ont été condamnées à 18 mois de prison et d'autres qui sont relâchés. Il y a encore, je pense qu'il y a plus ou moins 109 personnes arrêtées et ça continue. Ce que je pense, moi, personnellement, n'est pas du tout différent de ce que pensent tous les Marocains, de ce que pensent tous les avocats qui sont aujourd'hui en charge de la défense des intérêts des personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas différent de ce que pensent les 300 centres culturels, milieux culturels, académiciens du Maroc qui ont exprimé toute leur solidarité. Ce n'est pas différent de ce que pense le citoyen ordinaire, toutes les mamans qui, du jour au lendemain, ont constaté que leurs enfants qui n'ont commis d'autres infractions que ceux de faire appel au gouvernement pour améliorer leur situation de tous les jours. Cette situation ne consistait en rien d'autre qu'à avoir une école, avoir une université, avoir un hôpital et avoir des meilleures conditions pour qu'ils puissent travailler. Personnellement, moi j'avais tout simplement souhaité que sur base d'éléments objectifs, sur base d'éléments qui auraient pu en tout cas faire progresser, ramener les deux parties pour faire le raccourci pour qu'il y ait un dialogue entre les deux parties. Mais comme tout le monde, je suis étonné donc des condamnations qui ont été prononcées par le tribunal de première instance de la ville d'Al Hoceima sur les 25 ou les 29 personnes. Ça veut dire que chaque personne, parmi ces 29 ou ces 25, ont eu 18 mois de prison. Ça veut dire les mêmes personnes, la même infraction, le même jugement, le même contexte, les mêmes éléments, les mêmes dossiers,
et face à un même juge. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de différent entre toutes ces personnes. On n'a rien pris en considération par rapport à des éléments qui pourraient être en faveur de celui-ci ou de celui-là. Les détails dans le dossier sont similaires. Il y a par exemple la participation à des manifestations non autorisées, la perturbation de l'ordre public. En fait, ce sont des éléments similaires. Il n'y a pas dans le dossier des divergences, disons, de points importants pour avoir des condamnations différentes, parce que c'était que ça. Ça veut dire que si on prend un petit peu toutes les personnes qui sont condamnées, parmi elles, il y a déjà une personne atteinte par le cancer, donc il est malade, il souffre. Donc la loi, quand elle est appliquée, elle prend en considération la condition Tout à fait. de la personne Oui. détenue ou de la personne à juger. Donc on ne peut pas traiter un malade atteint du cancer qui souffre, qui a besoin à ce qu'on entende son message, qu'il soit traité de la même manière que quelqu'un qui est en bonne santé, par exemple. Donc là, on n'a pas fait valoir donc l'exception par rapport aux condamnés. Donc, et puis, il y a des mineurs. Parmi eux, je pense qu'il y a des personnes qui ont réagi spontanément. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réagi de la manière violente. Donc, ils étaient parmi tous les citoyens qui réclamaient à ce qu'ils soient traités dignement et justement. Ils se retrouvent, en tout cas, jugés par 18 mois de prison. Et puis, sur un laps de temps assez court, ça veut dire la justice, c'est une justice qu'on peut requalifier d'une justice rapide. Donc, sur quelques jours, on a réussi déjà à avoir un dossier, on a avoir des éléments et on a écouté tout le monde et on n'a pas entendu tous les avocats. Je pense que les avocats n'ont pas eu, d'après ce qu'on a lu dans les réseaux sociaux et dans tous les journaux, n'ont pas eu suffisamment de temps pour mener une défense, pour mettre des arguments sur la table qui auraient pu, en tout cas, changer l'avis du tribunal de première instance. Donc voilà, il y a tout ça. Donc, mais je pense que la réaction de la population, elle est tout à fait, je dirais, normale et naturelle en disant que cette justice-là n'a pas été favorable au mouvement, aux personnes qui ont été prises du mouvement citoyen. Reste à vérifier. Bon, la justice a traité un petit peu ces dossiers. Tout à fait. Et donc voilà, moi comme vous, je suis aussi un peu perplexe. Donc les questions que vous posez aujourd'hui sur ce plateau-là sont les mêmes questions que je me pose moi aussi. Comment une justice était assez rapide et comment une justice a traité un peu l'ensemble des personnes déjà arrêtées avec la même qualification d'infraction, mais avec la même durée de jugement. En droit et dans les démocraties qui fonctionnent, je ne pense pas qu'on serait amené à avoir un jugement pareil pour l'ensemble des personnes. Là, c'est vrai que là, ça pose question. Tout à fait. Ahmed Jenaï, la même question. Votre regard politique par rapport à la situation, et surtout ces arrestations et ces condamnations et ce jugement, ces procédures rapides. Je pense que c'est des situations d'exception qui n'appellent pas à des vraies valeurs, des valeurs qu'on partage ici, les valeurs de la démocratie. Et je pense que derrière tout ça, il y a de toute façon des questions à se poser au niveau de la démocratisation du Maroc et aussi peut-être la réforme en même temps, puisque ça touche ce domaine-là, la réforme de la justice. Donc c'est tout ce qui est lié, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, je pense que c'est très important dans un pays qui a ce genre de phénomène de population, de masse qui demande des droits. Je pense qu'il y a un gros problème. La police a joué un rôle qui était au départ peut-être pas si positif que ça par rapport à la personne qui a été malheureusement victime. Le vendeur de poissons, je ne me rappelle plus. Marcin Fikri, qui est, je pense, il y a une réaction peut-être pas très positive de la police. Donc là aussi, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est l'élément déclencheur. Puis ensuite, ces effets de masse où on n'écoute pas pendant quelques jours. Je me rappelle, je pense qu'à un moment donné, même un ministre, alors que les informations étaient déjà au niveau international, il y a un ministre qui disait qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait dans la zone. Est-ce qu'un ministre... Qui était le Premier ministre, je pense. Ça m'a frappé d'entendre quelque chose de pareil, alors que nous-mêmes ici, sans même
est en contact, on va dire, avec les informations. On avait déjà l'information dans tous les médias francophones, etc. Et un ministre, c'est encore pire si c'est le Premier ministre qui dit qu'il n'est pas au courant de la situation alors que son pays s'embrasse totalement. Je pense que là aussi il y a un problème. Et au niveau, bien sûr, là je pense qu'il y a un problème, un réel problème. On a entendu, on sait très bien qu'il y a une réforme territoriale, on l'a entendu. Peut-être même, écoutez, moi j'ai été sur place, la réforme territoriale, par exemple ici en Belgique, on essaie de faire calquer les régions avec les communautés. Là-bas, je pense que ce n'est pas du tout le cas. On a fait une réforme où on a essayé justement encore une fois d'introduire un biais que la région ne prenne pas toute la communauté. On a parlé là tout à l'heure de la langue amazigh. Je pense que le fait peut-être d'étendre la région à toute la communauté culturelle qui est là-bas, de mettre Nador avec El Hoceima, avec toutes les zones qui parlent la même langue, je pense que c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas du tout du séparatisme, c'est simplement, d'ailleurs le Maroc l'a reconnu, il y a culturellement cette langue qui est parlée. Je pense que c'est important de mettre ensemble, si on doit découper peut-être des zones qui ne sont pas vraiment très différentes, de faire calquer la région avec cette communauté culturelle, parce que aussi il y a des économies d'échelle, parce qu'on ne va pas payer 2 fois le développement de quelque chose alors qu'on peut le faire dans une région uniforme. Je pense que c'est très important. Donc il y a un biais entre ces matières-là, il y a un biais entre le local et le niveau national, il y a un problème au niveau du respect des droits des personnes, il y a un problème au niveau de l'exécution des sentences. Donc on a affaire à on va dire des tribunaux d'exception. Ça nous rappelle peut-être des moments ici en Europe, des moments qui ne sont pas vraiment les moments les plus glorieux de l'histoire du développement de la société. Et je pense qu'il y a tous ces problèmes-là doivent être, à mon avis, c'est vrai que les problèmes que la masse est en train de mettre en avant, ce n'est pas ça. Mais en arrière-plan, je pense qu'il faudra aussi travailler ces matières-là pour que justement les masses ne soient pas, en tout cas les gens soient entendus avant qu'ils n'arrivent à devoir s'exprimer dans la rue, parce que c'est sûrement pas l'endroit où une population doit s'exprimer normalement, mais anormalement. Alors c'est le seul moyen de faire valoir ses droits et faire valoir en tout cas ses revendications. Donc le fait de donner des droits qui sont des droits légitimes et fondamentaux aux Amazirs va leur permettre justement de se sentir mieux, d'exister. Et cette reconnaissance va leur permettre aussi de mieux participer à la société et à la gestion, bien sûr, de la cité. En ayant été là-bas, je ne pense pas que j'ai entendu même une personne dire que nous, on est pour se séparer. Non. Je pense qu'ils sont très fiers de leur culture d'origine, une culture qui est plusieurs fois millénaire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne synthèse. Les personnes, quand elles se sentent bien dans leur culture d'origine, elles sont aussi beaucoup plus aptes à donner le maximum pour la société qui les a respectées dans leur individualité. Donc je pense que c'est très important. On ne parle pas de séparatisme et tout ça parce qu'il n'y en a aucun qui en a parlé pour le moment. C'est vraiment peut-être, il y en a des qui parlent de quelques ça. associations d'extérieur, mais pas de l'intérieur, qui essaient justement d'utiliser le conflit pour essayer de revendiquer d'autres choses. Mariam, la culture, on revient toujours à la culture parce que c'est votre domaine d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la région, par exemple, du Rif et principalement Al Hoceima, pour mieux développer la culture et mieux répondre à ce que Ahmed Janneh vient de dire, à savoir la reconnaissance du peuple d'Al Hoceima, leur faire sentir qu'ils sont chez eux, qu'ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses et participer au développement de leur région, de leur ville, etc. Vous en tant qu'expert, sans problème, vous pouvez le faire en néerlandais.
Zoals wij daarheen gaan, denk ik dat dat ideale momenten zijn om hun cultuur te erkennen. En het is voor hen ook een geschenk dat via Aniek wij die cultuur kunnen ook demonstreren en tonen dat wij daar ook verbinding mee hebben. En wij krijgen er altijd heel positieve reacties op. Dat is altijd heel warm, open, welkom en vooral die dankbaarheid. En ik denk dat dat mensen verenigt en dat het belangrijk is dat er een brug is tussen alle landen en dat mensen zoals Rachid daar heel belangrijk in zijn en dan deze meneer hier ook. Maar ook het werk van Aniek. Ik voel mij heel dankbaar dat al die schakels zich kunnen verbinden om iets aan te tonen. En ik denk dat wat ik geleerd is dat tradities heel belangrijk zijn. Ik heb zelf ook een achtergrond, dus dan deels Algerijns. En via lezing en via cultuur heb ik ook mijn eigen beter leren kennen en mijn cultuur en mijn achtergrond. En dat is heel belangrijk. Wat ik daaruit geleerd heb, is dat wortels, uw eigen wortels, eigenlijk heel belangrijk zijn. Uw afkomst is heel belangrijk. En ik ben heel dankbaar altijd als ik naar daar mag gaan, dat ik mijn eigen cultuur ook kan dansen, kan voelen. En via cultuur verenigt dat. Dat is niet, politiek is één schakel. En dat is vaak de grote brug tussen de mens en de politiek dan. En via cultuur kan dat wel versmelten. Als samenleving. Als samenleving. Ja. Vous dites que la culture, la reconnaissance des racines, la reconnaissance aussi de la personne, de sa langue, etc., lui permet justement, comme on disait tout à l'heure avec Ahmed Jenney, de se développer, d'être reconnu, etc. Et vous dites aussi que, comme Aniek, Rachid et Ahmed, donc le travail que fait le groupe, d'une manière générale, peut influencer le comportement et l'environnement des personnes. Oui, tout à fait. Et ça fait longtemps que vous faites déjà des événements, des activités au niveau du RIF ou pas? Je pense que c'est la 4e année que... C'est la 4e année que vous allez là-bas? D'abord, on a été au Oujda, à Oujda, 2 ou 3 fois. Oui. Et aussi Figik. Figik, oui. Et eerst daar aan de kust. El Jadida. El Jadida, oui. Et maintenant, on a fait la connaissance de El Houssaima. Oui. Ouais. C'était une bonne surprise. Et avant ces événements d'Al Houssaima, parce que ça fait 4 ans quand même que vous partez au Maroc, quelle était votre impression, votre jugement par rapport au Maroc? Je vais le dire en néerlandais. Oui. C'était d'abord, eerst waren we heel verrast door dus de aanwezigheid, overtollige aanwezigheid van de politie. En we hadden ook al een lange reis achter de rug. En dan werden we ook aangehouden en dat gaf wat spanning. Maar diep in mij had ik ook wel vertrouwen van dat komt wel goed. Dus, maar dat was toch eventjes schrikken van wat gebeurt er hier. En dan hoorden we ook het verhaal van de visser en wat er gebeurd was, dus de achtergrond ervan. Dan de eerste dag, de opstanding was wel wat heftig om zo toe te komen. En dan kort daarop begon dat te veranderen. Dan begon ik de mensen te leren kennen. En ik was persoonlijk heel verrast door een paar gesprekken die ik had met mensen. Dat ik dacht van wauw, vooral ook de jeugd. Yassine en zo, en nog wat mensen. Hun denken en hun visie, dat die niet zo veraf ligt van mijn visie. En ja, het is maar door te praten met elkaar dat je weet van wat leeft bij die mensen. En eigenlijk verschillen we als mensen niet zoveel van elkaar. En ja, dat heeft mij in de positieve zin weer heel aangenaam verrast. Ja. Ok. Et vous allez continuer à travailler sur le Maroc? Oui. Ouais. En ook, ja, dus 2 takken wat ik ook heel belangrijk vind, is de natuur.
de mooie natuur die we daar gezien hebben, dat dat behouden kan blijven. Maar ook de infrastructuur, dus dat daar wel verbetering kon Oui, tout à fait. komen. En, Tout à fait. ja, als die mensen daar ondersteuning krijgen, dan... Justement, avec ce qui s'est passé, je pense, et ce qui se passe encore maintenant, espérant que ça va s'améliorer et ça va s'arranger, je pense que le fait de bouger, d'avoir ce mouvement, a fait bouger aussi la démocratie au Maroc, fait bouger les institutions, a dévoilé des vérités et a fait en sorte que tout le monde essaye maintenant de faire de son mieux. Donc c'est un bienfait pour tout le Maroc. Oui. Il faut l'avouer. Oui. Donc ce qui se passe actuellement, c'est pas mauvais, c'est très bon pour nous, les Marocains, d'une manière générale. Voilà. Donc la même question, Annick. Vous travaillez, vous utilisez la culture comme support, justement, pour essayer de développer des activités, etc. Et est-ce que vous avez l'impression, vous allez encore continuer à travailler malgré ce qui se passe maintenant? Bien sûr, certainement. Oui. Oui, bien sûr que je vais continuer. Moi, ça fait déjà une trentaine d'années que... 30 ans? Oui. Au Maroc? Non, ben, de tout, donc Oh. avec les différentes cultures d'Afrique du Nord Oui. et du Moyen-Orient. J'ai beaucoup voyagé dans les différents pays et j'étais beaucoup de fois au Maroc. Et donc, disons que le Maroc m'a de suite passionnée. J'ai d'abord été dans le sud. Donc, Ça, chez moi, ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. Oui. Je suis d'Agadir, moi. Ah oui, voilà, Voilà. j'étais là Voilà. aussi. Ouais. J'étais là aussi, j'étais en contact avec des gens là-bas aussi. J'ai dansé avec des gens dans les villages et tout. Et, c'est vrai que la culture crée un lien, donc que ça unit les gens. Et comme dit Mia, on voit que pour finir, on se retrouve. Les formes sont différentes, mais pour finir, on se retrouve. Et ce qu'il y a bien dans... Oui, on retrouve les mêmes choses avec d'autres formes, en fait. Tout à fait. Chacun a sa forme, son identité, et c'est ça qui fait la richesse du monde aussi. Et il faut que le nécessaire, pas la même oui. chose, il faut Oui. les différences, c'est ça qui fait la richesse. Ouais. Sinon, si on mélange, si on fait une seule couleur, ça devient du gris. Tout à fait. C'est plus beau d'avoir du... C'est la différence qui fait la richesse. Toutes les couleurs, voilà. Tout C'est à fait. passionnant de trouver ces différences et de ces... Oui. Tout à fait. On a à apprendre... C'est très important aujourd'hui aussi de voir que beaucoup de gens s'intéressent aussi au futur du Maroc, à la stabilité du Maroc. Bien Et entre sûr. autres, quand on voit des Belges d'origine flamande, des politiciens, des acteurs associatifs, des Amazirs du Nord, des Amazirs du Sud. Donc tout le monde discute autour de ce sujet, de ce conflit. Parce que le conflit, c'est avant d'arriver à la violence. On n'est pas encore, nous, on ne considère pas c'est un conflit où il y a un problème de communication. Il faut que le gouvernement, maintenant, prend ses décisions. Oui. Et sa décision, faire une sorte de métacommunication, voir ce qu'il n'a pas fait exactement. Et alors, essayer de répondre aux besoins de ces populations qui ne demandent que ça. Oui, parce que là aussi, quand on est arrivé, comme disait Myriam tout à l'heure, le jour où on est arrivé, il y avait la préparation d'une grande manifestation. Et bon, notre chauffeur nous avait dit, ne sortez pas après 18h parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Mais bon, on entendait C'est dommage, les gens... oui. Non, mais on est sortis quand même. Oui. Parce qu'on entendait les gens qui criaient des slogans dans les rues et tout. On ne pouvait pas rester comme ça dans notre chambre d'hôtel. Donc on a suivi, mais de loin. On ne s'est pas mêlé à la foule, mais on a suivi de loin. Moi, ce qui m'a frappé, comme disait Myriam tout à l'heure, c'était les policiers. J'ai jamais vu autant de policiers de ma vie dans la rue, tous prêts à intervenir, des voitures blindées. Je les ai comptées dans une petite rue, il y avait 12 voitures blindées, avec dans chaque voiture blindée une dizaine de... Oui. Et ça fait peur, tout ça. Policiers avec des canons à eau là dans... Vous êtes quand même courageuse, vous êtes sortie malgré tout. Hein. Mais nous, on ne risquait pas grand-chose. En tant qu'étranger, je pense qu'on ne risquait rien du tout. C'était plutôt les gens. Et d'ailleurs, et après ça, il y avait la manifestation qui était toute pacifique. Les gens disaient des slogans, mais comme disait Rachid, tout était discipliné. Et en plus, il y avait du rythme. Donc c'était ta 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 ta. Alors vous, en tant qu'artiste, voilà, ça vous a plu, hein? Il fallait que ça continue, hein? Il y avait quelque chose de dansant dans l'histoire et tout était pacifique. Et on dit, ben,
tout ce contraste quand même entre cette manifestation pacifique et puis ce déchaînement policier là sur le côté. Et oui. Mais c'est vrai que l'État répond autrement en disant que c'était vraiment pour essayer, au cas où, protéger les citoyens, si jamais. Donc l'État dit que... oui, j'avais pas compris ça comme ça, mais tout à l'heure... C'était la lecture, en tout cas, c'était vraiment pour protéger, ne pas vraiment passer à l'action. D'ailleurs, pendant 6 mois, la police et les forces de l'ordre n'ont jamais commis de violence non plus. Hein. Donc ça a débordé un petit peu ces derniers jours, ces dernières semaines, et espérant que tout va retourner dans le calme, etc. Et laisser la place à la culture. Et voilà, et qu'il y ait une écoute surtout, qu'il y ait le respect. Tout à fait. Et l'écoute des problèmes qui sont quand même réels pour qu'il y ait quelque chose qui se transforme. Oui, et Abdelrachid, on sait que vous faites énormément d'activités au niveau d'Al Hoceima et d'autres régions du Maroc. Et d'ailleurs, vous avez aussi été jusqu'au sud, où vous avez fait récemment aussi une activité extraordinaire. Vous faites de l'humanitaire, vous faites de la culture, vous mobilisez aussi des personnes comme Annie, comme Myriam, comme Ahmed, etc. Donc, vous avez un réseau très important, et c'est dommage que ce genre de situation vous bloque quelque part vos perspectives, votre vision, vos talents, votre travail. Je pense qu'à notre tableau de bord, toutes les situations sont possibles. Ça veut dire que nous avons en quelque sorte 2 choses qui sont importantes dans l'organisation d'une société. On a ce qu'on appelle l'organisation d'une société, mais on a aussi ce qu'on appelle le changement d'une société. Donc, un changement d'une société ou dans une société, c'est un signal de la bonne santé de la population. Ça veut dire qu'on est en train d'exprimer maintenant une forme de démocratisation de la société qui passe par des moyens les plus pacifiques et d'exprimer ces revendications parce que ça nous aide à nous améliorer dans la cohabitation et dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains à travers la culture ou à travers l'économique et autres. Je pense que ça ne bloque pas. C'est tout simplement nous, on était partis dans le cadre de 2 missions. Donc une première mission consistait à participer au Festival international Amazigh pour l'art et le patrimoine, donc avec Annick et avec Myriam et avec Karima, mais avec d'autres personnes. Tahia al-Karima Dakir, voilà, donc il y avait déjà aussi Mohamed El-Hamouchi. Mohamed El-Hamouchi, qui sont aussi en tout cas des personnes... Des acteurs très visibles et très visibles, mais aussi très actifs. Très actifs. Oui. Et nous sommes partis aussi dans le cadre des projets de la Caravane du Savoir, qui consistait en tout cas à poursuivre le travail qu'on avait mené avec notre ami Hakim Saoudi, et qui vise principalement à développer un partenariat avec les coopératives féminines, mais aussi avec le Parc national. Donc, et puis on a assisté en tout cas à ces événements-là, qui sont des événements tout à fait naturels et normaux pour notre société. Et je pense que, comme vous aviez exprimé là tout à l'heure, c'est une conscience collective qui s'est dégagée de tout cela. C'est une conscience individuelle. C'est une forme de rapprochement qui devrait être pris en considération. Je pense que quand un citoyen il ne demande qu'à ce qu'on améliore son quotidien, mais d'une manière très pacifique, il faut le respecter. Il faut louer 7 mois. Tout à fait. 7 mois pour exprimer d'une manière pacifique ses droits. Donc, il faut dire que ce citoyen-là, il est beaucoup plus que quelqu'un d'autre en train de se préoccuper de la destinée de sa région, mais aussi de la destinée de son pays. Il ne demande plus rien, il demande à ce que des infrastructures de l'État qui ont été mises en route soient optimalisées dans les résultats. Il faut tout simplement répartir les moyens du budget de l'État sur les différentes régions du Maroc. Il faut créer des routes, il faut créer des universités, il faut créer des hôpitaux. Donc je pense que si un citoyen conscient à ce point-là est tout à fait pacifique pendant 7 mois pour demander cela, il faut que les membres du gouvernement lui tirent chapeau et viennent les remercier. Maintenant, je profite de l'occasion pour dire que les personnes du mouvement citoyen qui ont été pris à Rabat ou à l'Hoceima, moi je suis parmi les gens qui demandent à ce qu'on les relâche directement. Ok. Pourquoi ? Oui. Parce que c'est ça la réconciliation, c'est ça le dialogue, c'est ça aussi la justice sociale et c'est ça la démocratie pour laisser le citoyen s'exprimer librement. Je pense que vous avez raison aussi sur un point, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est un test de démocratie. Et d'après aussi ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que, en tout cas, les Marocains de Belgique
sont en train de se rassembler, mais même ces personnes-là qui sont en divergence les uns avec les autres, pour constituer justement un bloc et pour travailler ensemble, Amazigh, Sahraoui, Arabes, tout le monde ensemble. Et ces derniers mois, en tout cas ces derniers jours, j'ai remarqué cette mobilisation extraordinaire à dire non à la haine, bien sûr, non à des personnes qui veulent exploiter ce qui se passe au Maroc pour d'autres fins, mais aussi à dire oui à tout ce qui est droits sociaux, économiques et à droits juridiques. Je donne à chaque 1 minute pour conclure. On n'a plus beaucoup de temps, M. Ahmed Janay. Moi, je dirais que de toute façon, c'est une chance aussi en Belgique qu'on a une communauté importante de gens, aussi beaucoup qui viennent de cette région-là. 80%, voilà, 80% des Marocains de Belgique. Oui. Voilà, 80%. Déjà, je pense même au Maroc, 2/3 de la population, ce sont des Berbères. Oui. Bon, je pense que c'est déjà une richesse au Maroc d'avoir des différentes communautés, mais d'avoir ici en Belgique une communauté importante qui a créé des ponts avec toutes les communautés présentes ici. Et le fait de maintenant, on voit qui sont les amis, parce qu'après avoir travaillé la relation avec la population ici en Belgique, cette population-là est capable et en tout cas prête à aussi donner un coup de main. Je pense que tout le monde est mobilisé pour arriver à une solution. Tout le monde aime bien le Maroc, aime le fait qu'on puisse faire quelque chose de positif et donner surtout une aide à cette population. On aime le Maroc parce qu'on apprécie la population et qu'on ne voudrait pas que ça dégénère et qu'on ne voudrait pas que cette population qui est là de toute façon, de façon tout à fait humble et qui a de telles revendications ne soit pas satisfaite avec une aide qui viendrait d'ici, mais surtout on demande aussi au gouvernement là-bas de donner un grand coup de main pour nous permettre à nous peut-être d'apporter des suppléments parce qu'on ne peut pas apporter le principal. Le principal, c'est le gouvernement qui doit l'apporter. Nous, on va venir avec des petits pansements, des choses petites, mais qui vont peut-être amener aussi le lien, comme ce groupe formidable de danse qui apprend des traditions qui sont pourtant des traditions du Maroc et qui fait un travail extraordinaire. Voilà, là, on voit que c'est positif. Tout à fait. Merci Ahmed Janay. Myriam. Ik sluit mij een beetje bij meneer aan, dus in die zin dat Marokko ook bij mij direct in mijn hart zat, alleen de mensen uit Marokko. En dat zet zich voort, ook via Facebook en zo, dat blijft die verbinding. En verder, vroeger lagen er zaken zo ver af en dan komen ze dichterbij en ik hoop dat die brug niet alleen tussen België en Marokko onderling gebeurt, maar ook toch een keer via het gouvernement of via de politiek, dat er ook wat meer beweging in komt. En ik hoop dat ik nog veel jaren samen met Aniek naar Marokko kan gaan en dat we nog heel mooie samenwerkingen kunnen beleven en transformaties. Merci Myriam pour ce témoignage. Vous dites que le Maroc est dans votre cœur et surtout les personnes, les gens de là-bas, etc. Et que vous souhaitiez en tout cas que ça s'améliore et qu'il y ait plus de cohabitation et de vivre ensemble pour que vous puissiez aller plus loin et travailler encore beaucoup plus avec ces personnes et cette culture que vous aimez. Annick? Et moi je rejoins Myriam aussi pour dire que le Maroc est dans mon cœur et aussi pour dire que je suis de tout cœur avec... Vous allez nous faire pleurer aujourd'hui, tout le monde, le Maroc dans son cœur. De tout cœur avec, oui, avec les gens de là-bas qui maintenant... donc, oui, luttent quand même pour quelque chose d'essentiel. C'est essentiel. D'essentiel et que pour que... Il faut absolument répondre à ces besoins-là. Que tout se fasse dans la paix. Tout à fait. Voilà, que ça ne dévie pas vers d'autres. Oui, j'espère que ça ne va pas dévier. Monsieur Rachid. Je pense que comme on ne sait pas mettre le Maroc ailleurs que dans le cœur, je pense que nous sommes de deux cœurs avec le Maroc. Nous sommes en tout cas fiers d'être des Marocains. Nous sommes tous pour l'unité de ce pays qui est un pays formidable, qui a en tout cas mené, je dirais, il a pris des initiatives qui vont dans le bon sens. Ce n'est pas encore satisfaisant, ce n'est pas encore, je dirais, à la hauteur des attentes de la population, mais en tout cas, il y a énormément de chantiers qui sont en cours. Il faudra poursuivre donc ces chantiers-là
pour aller dans les régions qui sont déficitaires par rapport au développement. Et je dis qu'il est plus que jamais urgent pour que les acteurs les plus importants de l'État marocain, le gouvernement national, mais aussi les autorités locales, les autorités régionales, donc réduisent en tout cas cette distance qui les sépare d'un travail concerté, d'un travail collectif, d'un travail qui va dans le bon sens et de rapprocher les points de vue pour améliorer cette harmonie et pour redonner de la confiance à ses citoyens. Parce qu'un citoyen qui ne voit pas des réponses arriver de la part de ceux qui le dirigent, il va voir sa confiance diminuer. Il va voir son appartenance à l'identité ou à la patrie se disloquer, se détacher progressivement. Et d'ailleurs, on assiste aujourd'hui à ce genre de réaction. Mais nous pensons que si on travaille dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens dans toutes les régions, en mettant ensemble des facteurs économiques, sociaux, culturels pour le développement de ces régions, on arrivera à assurer donc la stabilité dont on a besoin et un dialogue serein et une réconciliation, je dirais, renforcée. Merci Abdelrachid, merci Ahmed Janay, merci Myriam, merci Annick, Madame, Monsieur Tsitsi qui se termine, merci aussi à Monsieur Hamouchi qui est ici et Karima Dakir qui va le chanter encore un morceau après l'émission. Voilà Madame, Monsieur Tsitsi qui se termine notre émission. À la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis.